je vais vous présenter plutôt l'UMJ. En fait, il y a une double entrée pour les enfants pour entrer dans le système de l'UAPED. C'est soit par le constat, donc effectivement, ça c'est déjà développé par l'UMJ et par les médecins légistes qui vont faire le constat. Auditions qui sont chez nous majoritairement faites et comme sur tout le territoire, surtout, et chez nous en présence de psychologues, qui sont présents sur 4 ici, qui vont pouvoir soutenir l'enfant et être présents également pour faire des rapports d'observation, pour savoir dans quelles conditions il peut faire les révélations. Avec des constats qui sont médico-légaux, donc par les médecins légistes. Médecins légistes, nous aussi, Martine et moi-même, on est également médecins légistes. Moi, je travaille sur les deux unités, donc vraiment des liens très forts entre le constat qui est fait par les médecins légistes et puis tout ce qui peut être un peu différent, en tout cas sur la protection de l'enfance, où nous, on va intervenir plutôt du côté médical, soit à la demande des hospitaliers, soit à la demande d'autres professionnels. Et ça, Martine va vous en parler. Donc, auditions qui sont réalisées, qui prennent déjà en charge l'enfant dans son parcours judiciaire, en sachant qu'effectivement, il peut révéler beaucoup de choses et que la situation judiciaire ne va pas forcément recouvrir tout le danger qu'il peut éventuellement vivre. Et c'est là que nous devons développer des systèmes très fins, très resserrés entre la pédiatrie, donc le côté UAPED médical, repérage, et le constat qui va être fait par les médecins légistes. Je voulais juste... on n'est pas dans les violences intrafamiliales, mais cela dit, dans les violences faites aux femmes, il y a aussi tout le sujet, on ne va pas développer parce qu'effectivement, il y a trop de choses à dire. Il y a le sujet aussi des jeunes filles qui sont victimes de prostitution, parce qu'elles sont victimes de prostitution tant qu'elles sont mineures, d'autant plus que souvent elles s'intègrent dans un parcours de la protection de l'enfance, de difficultés déjà antérieures, qui est nécessaire. Ces jeunes filles nécessitent du soin, en plus parfois du constat médico-légal. Et alors, même si ce n'est pas tout à fait pour les personnes qui sont victimes de violences et qui sont encore vivantes, si on peut dire malheureusement, nous devons développer aussi au sein du UAPED, entre l'UMJ, donc le constat, l'audition qui est indispensable, mais aussi la prise en charge et les soins pour les mineurs qui sont témoins et donc victimes également d'homicide au sein du couple parental. Voilà, je laisse la suite. Donc beaucoup de peintes sur la planche. C'est peut-être ça qu'on peut dire, en tous les cas avec une volonté de travailler ensemble sur ces situations. Donc l'UAPED, en fait, qui se monte au CHU de Caen avec une mise à disposition de fonds depuis le 1er janvier, répond aux demandes hospitalières en l'état, avec un parcours qu'on essaie le plus fluide possible. L'idée, en fait, ultérieurement, c'est de pouvoir répondre aussi aux professionnels de ville sur des horaires ouvrables, pour pouvoir aussi donner des avis sur des évaluations, être aussi, avoir le constat vraiment très chevillé au corps, c'est-à-dire de se dire qu'il ne faut pas, ce qu'a dit Grégoire Rutel tout à l'heure, il ne faut pas qu'on passe à côté de quelque chose qui va être important pour la victime et qui va faire partie de son histoire. Voilà, et puis avec des articulations sur les temps qui ne sont pas des temps ouvrés, mais des temps de garde, et comment est-ce qu'on s'articule, parce qu'il faut penser aussi la question du constat, qui est essentielle, mais aussi la question de la protection que peut amener en fait un service de pédiatrie avec une hospitalisation
avec l'horrible mot qu'on voit de temps en temps qui est celui d'hébergement. Dans tous les cas, ça peut être une hospitalisation dans un lieu impartial, avec un apport de soins et de prendre soin rapide. Donc c'est vraiment la conjugaison, comment on fait pour tricoter collectivement ensemble cette prise en charge avec des collègues hospitaliers qui sont de spécialités différentes, et puis et bien sûr les partenaires du système libéral. Voilà ce qu'on peut vous dire, mais c'est vrai que le sujet est large. On avait prévu une dernière partie pour que vous nous posiez des questions, animée entre autres par professeur Laurence, que je vais inviter à descendre, les deux collègues de l'ESPAC. Monsieur le procureur l'a signalé tout à l'heure, finalement, il y a des cultures autour du secret, c'est fortement ancré, c'est une valeur hypophatique forte auquel on est attaché pour plein de raisons, une valeur protectrice à la base, et qui, in fine, peut se révéler contraire à son principe initial. Le secret peut rapidement devenir un secret générateur de violence. Alors on l'a connu dans des débats complexes, autour du secret dans l'Église, on connaît des secrets de famille, et effectivement, je pense que pour les professionnels de santé qui nous sommes, c'est pas si évident que ça. Alors pourquoi les trois Lascar sont invités dire ça à ma collègue, Laurence Magelco, c'est un peu scabreux, mais il n'empêche que les légitimités, c'était un groupe de travail qui a été donné par l'espace éthique auquel ils ont pas collaboré, et je pense qu'ils vont vous faire part de leurs interrogations, et c'est en partageant les interrogations qu'on avance. Je pense que c'est en levant les questionnements et travaillant qu'on arrivera certainement à faire que les pratiques de chacun évoluent. Donc je les remercie, et puis après on passera la parole à la salle pour échanger entre nous tous, parce que je suis sûr que vous avez plein de questions. Bien, bonsoir à tous, merci pour cette invitation. C'est un plaisir de pouvoir travailler ensemble et de collaborer. Donc effectivement, on avait déjà eu l'occasion de travailler avec ce groupe de travail sur les violences, particulièrement les violences faites aux femmes. Et on avait eu l'occasion d'aborder la question du secret médical et des dérogations qui ont été apportées par les lois récentes. On m'a demandé ce soir de mettre davantage l'accent sur la dérogation issue de la loi du 31 juillet 2020 en ce qui concerne la possibilité que vous avez finalement de signaler au parquet des violences, même si la victime majeure n'est pas forcément, ne vous donne pas forcément son accord pour le faire. C'est vraiment cette disposition qui pose un certain nombre de difficultés. Donc là, on est dans le cadre d'un couple, puisque le texte renvoie exclusivement aux violences exercées dans un couple, aussi bien un couple marié, pacsé que concubin, actuel ou passé. Ça, c'est important, parce que ça peut se produire, on le voit en pratique, puisque j'ai une qualité d'avocate également, aussi bien entre des couples qui existent encore ou qui n'existent plus, mais avec un phénomène d'emprise très important. Et justement, donc, vous avez une possibilité de faire un signalement au procureur de la République. Dans ce cas-là, vous allez vous s'efforcer d'obtenir le consentement de la victime majeure, et si vraiment ça n'est pas possible, eh bien, vous informerez le parquet, et vous, normalement, vous devez le faire, c'est bien dit, vous devez également informer la victime de ce signalement. Alors, vous avez deux conditions posées par le texte. Il faut qu'il y ait une condition de danger immédiat, d'une part, ce sont deux conditions cumulatives, et d'autre part, que la victime ne soit plus en mesure de se protéger parce qu'elle est atteinte par ce qu'on appelle en droit pénal une contrainte morale, et cette contrainte morale résulte de l'emprise qui est exercée par l'auteur de violence. Alors évidemment, vu comme ça, vous allez me dire, c'est très bien, c'est gentil ce qu'on nous dit, mais pratiquement, à quoi ça correspond, comment ça se passe? Alors par rapport à la dernière fois, on a un document qui est très utile et que je vous conseille. Vous avez un vade-mecum de la réforme qui a été mis en place en partenariat avec la Haute Autorité de Santé, le Conseil national de l'Ordre des médecins. Vous le trouvez très facilement sur Internet. Vous tapez vade-mecum, article 226-14 Code pénal, ou vade-mecum, secret médical et violence couple, et vous allez y arriver. Moi, je vous le conseille parce que c'est un document qui est plutôt bien fait, qui vous explique exactement tout le cheminement à réaliser.
Vous avez un exemple de fiche de signalement, donc ce qui vous aidera. Et surtout, on vous matérialise des cas correspondant à ces deux hypothèses que je vous ai énumérées. Alors, bon, vous avez évidemment un petit édito du ministre, du garde des Sceaux, ça va de soi. Ensuite, petite fiche de signalement, des notices explicatives qui sont plutôt pas mal faites. J'ai regardé un peu tout ça. Le texte, et puis on vous oriente sur les questions que vous pouvez poser justement à vos victimes pour savoir un peu plus ce qu'il en est. Donc vous verrez, vous avez tout un aspect question et vous avez après une espèce de résumé de la situation pour vous expliquer un petit peu les choses. Donc ce sont ces points-là que je vais prendre pour vous expliciter un petit peu ce qu'on appelle le danger immédiat, si j'ai quelques minutes, et ensuite la situation d'emprise. Alors, le danger immédiat, c'est clair, c'est la mort. C'est la mort ou la menace de mort. Là-dessus, c'est assez éloquent quand on lit. Voilà, il faut une personne menacée par la mort ou menacée d'atteinte corporelle grave, puisqu'évidemment, c'est le féminicide qui est dans la ligne de mire. Alors, on vous donne un certain nombre d'exemples de signaux d'alerte. Par exemple, une victime qui s'est rendue à 10 reprises aux urgences pour des violences au sein d'un couple, donc 4 fois sur une année. Dans une autre situation, une victime a été hospitalisée pour des violences au sein d'un couple à 2 reprises en 3 mois. Voilà, puis en général, ça s'est fini en catastrophe. Donc voilà, c'est vraiment le danger qui est visé. Alors, vous avez des faisceaux d'indices qui vous sont donnés pour mieux circonscrire les choses. Si évidemment le ou la patiente a des blessures qui peuvent être signes de sévices, s'il y a eu déjà des menaces de mort, on le voit en pratique. Alors ça peut être des menaces de mort directes ou indirectes. Moi j'avais vu en pratique comme ça un ancien concubin qui envoyait des articles de journaux à son ex-concubine sur justement des hommes qui étaient passés à l'acte en la matière. Donc voilà, régulièrement elle avait un article de presse disant que monsieur Untel avait tué son ex-concubine. Évidemment, si les violences augmentent en intensité ou en fréquence, si le partenaire a des addictions aussi, parce qu'il faut aller regarder du côté du partenaire, s'il est détenteur d'armes. Enfin voilà, ce sont des exemples, mais simplement vous les retrouverez, ça peut vous donner des pistes à exploiter d'un point de vue pratique. À côté de cela, vous avez justement la notion d'emprise qui est liée à la contrainte morale. La contrainte morale est une notion connue de droit pénal, sur laquelle on a déjà pas mal de jurisprudence. Donc là aussi, on vous donne un certain nombre d'illustrations avec les différentes formes d'emprise. L'emprise peut être morale, mais elle peut être aussi intellectuelle, économique, psychique, mentale, physique. Et même chose, à chaque fois, on vous donne un certain nombre d'indices pour pouvoir mieux les cerner. Pour l'emprise morale, ça peut être lié à un comportement autoritaire et agressif. On vous donne des exemples, évidemment, notamment tout ce qui va consister à isoler la femme ou à éloigner la femme. L'emprise mentale, qui est une mise sous suggestion progressive, avec un endoctrinement, une obéissance inconditionnée, un renoncement à ses valeurs antérieures, à ses croyances. Une emprise affective, également avec une instrumentalisation des sentiments, là aussi sous la forme d'un certain endoctrinement. Emprise économique, alors là-dessus, il y a eu un dispositif qui a été mis en place cette année qui est important, c'est l'aide universelle, parce qu'on sait que les femmes ne partent pas aussi pour une raison de dépendance économique. Ça a été établi par les statistiques qu'on pouvait avoir, et donc il y a une aide universelle qui a été mise en place au profit des femmes, je vous le dis, parce que vous pouvez en tant que médecin être amené à les informer. Le seul petit problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on a la loi, mais on n'a toujours pas le décret d'application, qui devait paraître pour novembre maximum, donc espérons, on n'est que le 10 octobre, qu'on y arrive d'ici novembre. Mais c'est un dispositif très important qui va leur permettre, si vous voulez, de vivre au moins quotidiennement. Vous avez déjà des aides au logement, mais là, c'est pour avoir de quoi vivre quotidiennement. Et puis, vous avez l'emprise intellectuelle avec un rapport de suggestion, un rapport d'infantilisation, un rapport d'autorité. Voilà, je ne vais pas mobiliser la parole tellement plus longtemps. Je pourrais vous parler de l'ordonnance de protection, si vous le souhaitez également. Le volet pénal, monsieur le procureur le fera bien mieux que moi, mais voilà, ce sont des sujets qu'on peut aborder dans le cadre, bien sûr, du débat, si vous le souhaitez après. Je vous remercie.
On avait prévu de présenter ce document qui, effectivement, à ce jour, est certainement un des meilleurs documents qui circulent, même s'il y a bien quelques perfections sur certains points, c'est un bon point de repère pour tous. Je vais passer la parole à Mylène pour qu'elle nous donne un petit point de vue sur le regard philosophique et Guillaume sur le regard sociologique avant qu'on passe la parole à Sam. Oui, bonsoir. Mylène Mouriot, donc philosophe, coordinatrice de l'espace éthique. Je voudrais revenir sur la question, effectivement, du signalement et le fait de briser le secret médical pour faire ce signalement. Il y a quelques années, quand la loi a été proposée, se posait la question, qu'a posée d'ailleurs Madame Jamret, de la rupture de confiance dans la relation thérapeutique autour de ce signalement sans consentement de la personne. Avant, il s'agissait de ce qu'on pourrait appeler un dilemme, un cas de conscience, puisque, pour être clair, si on ne signale pas, c'est illicite, c'est-à-dire qu'on respecte le secret médical, et puis si on signale, c'est licite aussi, très clairement, puisque ça fait partie aujourd'hui des dérogations possibles. Se posait donc la question de ce dilemme, de ce cas de conscience, de ce que le docteur Piche, je crois, appelait option de conscience, dans une délibération qui était très isolée, finalement très personnelle, où le praticien était seul éventuellement avec cette décision. Ce que j'entends depuis le début de la soirée, et ce qu'il faut signaler, et ce que je voudrais répéter, c'est que cette solitude, justement, c'est plus du tout le cas. On vous a évoqué de maintes reprises un maillage, une véritable, je dirais, solidarité entre tous les professionnels, c'est un langage philosophique, ou en tout cas pas très juridique. Et le professionnel aujourd'hui a beaucoup de moyens, et notamment avec les consultations en IMJ, avec la collaboration entre les différents professionnels, notamment les libéraux, de ne plus être seuls avec cette décision à prendre, obtenir des conseils, obtenir un soutien technique, on en a parlé, merci Grégoire, mais aussi effectivement sur un autre registre, c'est celui de la délibération, de la collégialité, qui aujourd'hui, on le sait, est très précieux, notamment dans ce type de zone grise où on ne sait pas si on doit signaler ou pas, c'est-à-dire quand on n'est pas dans la question du danger immédiat. Et c'est souvent ces zones grises qui sont très problématiques pour les professionnels. Donc là, le message est très clair, je l'ai entendu comme ça, c'est qu'aujourd'hui, le maillage, il est véritablement mis en place pour que cette solitude et ce cas de conscience qui était avant personnel deviennent véritablement une délibération et un appui grâce aux professionnels et un avis plus collectif. Guillaume ? Passant le micro à Guillaume, je peux plus intervenir parce que Laurence nous a dit, et c'est son rôle, la loi était claire, monsieur le dire la même chose, l'enjeu immédiat, c'est la mort. Le problème, c'est que nous, en consultation, pour faire quoi, on sait, un délit nous dit il va me tuer. Est-ce que c'est un propos? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on est dans une temporalité courte ou brève? Et puis, on a tous connu dans nos unités médico-judiciaires des victimes qui nous ont dit lundi, c'est pas très grave, il m'a juste frappé, tout est mort le vendredi. Voilà. Donc on est là dans ces zones grises. Donc effectivement, on n'aura jamais de réponse. Mais par contre, je suis assez d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on est 5 cerveaux autour d'une table, généralement on est meilleur que quand on est tout seul. Merci, bonsoir à tous. Alors effectivement, on pourrait dire que l'évolution de la loi, elle va dans le bon sens, elle incite à une meilleure prise en compte et une prise en charge des violences faites aux femmes, et en même temps, on pourrait dire aussi peut-être qu'elle ne va pas assez loin et que attendre qu'il y ait une menace de mort sur une femme pour que des professionnels de santé puissent intervenir et faire un signalement, c'est attendre un peu trop. Je pense que peut-être on peut envisager une action un peu plus précoce, ça ne s'empêche pas des informations préoccupantes ou d'autres choses, mais quand même, ça pose un certain nombre de questions. Alors M. le procureur l'a dit, effectivement, ça a dérogé au secret professionnel, au secret médical, c'est pas rien, et donc on le fait pas pour rien. Et puis il y a un autre aspect sur lequel je voudrais insister pour terminer, c'est que une autre raison pour laquelle c'est compliqué de déroger à ce secret médical et de faire un signalement, c'est aussi qu'on déroge à un grand principe de l'éthique médicale ou de l'éthique du soin, c'est le respect de l'autonomie de la patiente.
Et quand on signale sans le consentement de la patiente, ça veut dire qu'on ne respecte pas son autonomie et son souhait de ne pas porter plainte, son souhait de ne pas intervenir. Et ça, c'est compliqué quand on est soignant professionnel de santé, de ne pas respecter l'autonomie. On forme les étudiants dans cette université au respect de l'autonomie. Ça fait partie des grands principes de l'éthique médicale. Et en même temps, effectivement, la question de l'emprise dont on parle depuis tout à l'heure, l'emprise, c'est quelque chose qui va venir limiter l'autonomie de la personne. Dans l'emprise, il y a des phénomènes qui vont limiter à la fois la capacité de discernement, donc l'autonomie de pensée de la personne, sa capacité de discernement face à une situation compliquée à laquelle elle est confrontée, et puis, d'un autre côté, ça met à mal aussi son autonomie de la volonté, c'est-à-dire sa capacité à prendre des décisions et à décider d'agir pour se protéger elle-même, puisque effectivement ça fait partie justement de ces raisons qui amènent à signaler, c'est l'incapacité de la personne à se protéger elle-même parce qu'elle est sous emprise et sous contrainte morale. Et donc, ça renvoie, et M. le procureur l'a dit à la fin de son intervention, finalement, c'est la question du risque vital. Le médecin est là pour protéger la personne par rapport à un risque vital quand la personne n'est plus en mesure de se protéger elle-même. Et donc ça renvoie à quelque chose aussi, je pense, c'est la question, par exemple, auquel les professionnels de santé sont confrontés, c'est la question du refus de soins. C'est-à-dire quand un malade ou un patient refuse un soin qui pourrait sauver sa vie, et s'il n'a pas ce soin engager son pronostic vital, eh bien on va tout faire pour respecter son consentement et son avis jusqu'au bout, jusqu'au maximum, jusqu'au moment où on va considérer qu'il perd son autonomie, qu'il n'est plus en mesure de se protéger lui-même, et donc on va agir, sachant que juste avant, il ne voulait pas qu'on intervienne, mais c'est la situation de risque vital qui fait qu'on va contrevenir à son respect de l'autonomie. Et donc je pense qu'on est un peu dans la même situation. C'est pour ça que, je dirais d'un point de vue, alors je ne suis pas juriste, j'avance avec des pincettes, mais je pense que l'esprit de la loi, c'est un peu celui-là, et la loi ne pouvait pas envisager que le médecin signale en deçà de cette situation où le risque vital est engagé. Alors vous allez me dire, oui, il y a bien d'autres situations où les médecins se soucient un peu moins du respect de l'autonomie des patients. Je pense aux EHPAD, aux personnes âgées, etc., où on ne sollicite pas toujours le consentement ou l'avis des gens quand on veut mettre en place des soins, des vaccinations, etc. C'est vrai, mais disons que dans la plupart des cas où on considère que les personnes ne sont pas vulnérables, comme peuvent l'être des personnes âgées, une personne victime de violence est un patient, n'est pas une personne malade. Donc en fait, du point de vue du droit, c'est une personne complètement autonome. Elle n'est pas sous mesure de protection, etc. Et donc on est dans cette volonté de respecter l'autonomie, mais je pense qu'il faut bien comprendre, et peut-être ça peut limiter le fait qu'on n'est pas forcément, qu'on hésite à signaler, c'est qu'on n'agit pas, la décision de prendre un professionnel de santé en signalant, c'est pas une décision qui va se substituer à la décision de la femme, même si on peut l'envisager comme ça. C'est surtout une décision qui vise à porter secours à une personne. Parce que, très ponctuellement, on considère qu'elle n'est plus en capacité de se porter secours à elle-même. Et l'idée, c'est pas de la considérer comme non autonome, finalement, et de se substituer à son autonomie. Et donc, je pense, si j'ai bien compris l'esprit de la loi, il me semble que c'est comme ça qu'il faut Avant de passer la parole à Sam, parce que vous avez forcément des questions, et aucune ne serait inutile. Allez-y. Bonsoir. Merci beaucoup pour la dernière intervention. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement, lorsqu'il y a violence conjugale, il y a emprise, il y a manipulation. Et donc, par rapport aux victimes, elles ne sont pas en capacité, je pense, ni en conscience de ce qu'elles sont en train de vivre. Et pour en revenir aussi à une autre intervention de tout à l'heure, je suis désolée, je n'ai pas entendu les noms. L'histoire des auteurs qui ont été victimes,
la plupart du temps, les victimes de violences conjugales ont aussi été victimes dans le passé, dans l'enfance par exemple. Et du coup, ce n'est pas une excuse en soi pour les auteurs de violences conjugales, à mon sens, puisqu'on a toujours le choix de répéter les violences. Et je pense que c'est important de le préciser. Et je ne sais pas si parmi vous, il y a des psychiatres, mais je suis assez surprise de ne pas voir de... Enfin, je ne sais pas s'il y a eu des psychiatres dans les intervenants. Mais je trouve assez intéressant de, par exemple, faire intervenir des psychiatres pour expliquer les profils des auteurs et des victimes, et aussi de la question des études médicales et de l'incorporation notamment des violences conjugales dans la thématique, dans les thématiques abordées à l'extérieur, pendant l'externat. Il y a beaucoup de choses, on va prendre par ordre. Oui. Regardez-moi, puisque je suis là et je suis envoyé. Ok. Sachez que vous êtes dans une faculté de santé qui porte haut et fort ce sujet-là, avec intégration dans les parcours de formation, une sensibilisation à ce qu'on est en train de dire là, explication sur la nature des violences, les profils des auteurs, tout ça. Il y a tout un programme pédagogique avec ensuite une modalité de prise en charge. Ce qu'on fait ce soir, on le fait aux plus jeunes, parce qu'on parle du principe si on veut que le dispositif évolue là. Et je le dis, de la part d'un enseignant, c'est important, et on a ça au cœur. On est une faculté de santé. Et donc c'est un des sujets des programmes qu'on porte avec la maïeutique pour les sages-femmes, même les orthophonistes se désintéressés, vous voyez, sur ce sujet-là, donc on essaie de semer sur l'ensemble des coussins de santé. Sur la question de psychiatre, je pense que ça vaudrait quand même le coup de dire que Catherine Jambré est un peu concernée par le sujet. Et de leur donner la parole. Loyalement, Catherine. Oui, vous vous interrogez sur la question des auteurs. En fait, ce qui est important, c'est la pratique clinique aussi, qui permet petit à petit d'avancer, parce que ça a été très empirique, en fait, la prise en charge des victimes, évidemment, avec depuis un moment. Pour ce qui est des auteurs, en fait, il était très, et c'est une volonté du gouvernement, dans les années 2006, de créer des instances qui permettaient les autres ressources de mieux appréhender le passage à l'acte, c'est-à-dire le passage à l'acte violent. Pourquoi ? Et c'est cette pratique clinique qui a permis aussi d'apporter des réponses et de développer des dispositifs de prévention. Parce que l'objectif, c'est la prévention, bien sûr. Merci. Vous le rappeliez, on est dans une faculté, enfin dans un UFR de santé. Je voulais juste savoir s'il était envisagé que ce protocole d'accueil des victimes sans réquisition soit ouvert aux professionnels du médico-social et social, qui eux aussi, à leur niveau, entendent, voient, constatent, sont dépositaires de violences extrêmes dans les familles. Et bien souvent, bien sûr, il y a le signalement au procureur, mais on gagnerait tellement de temps si nous pouvions contacter l'UMJ aussi. J'ai l'infographie sous les yeux. Voilà. Petite question, si on a le droit de rêver. On sera pas M. le Président, parce qu'il y a une question. Mais d'un point de vue pratico-pratique, non, pas du tout, je vais dire oui. Puisque, en fait, la porte d'entrée fait qu'à ce jour, on nous dit qu'une victime peut se présenter seule. D'accord ? Voilà, c'est un artifice. Après, pour être honnête, dans l'organisation pratico-pratique, le FIC par un professionnel de santé qui nous ferait une lettre explicative, qui pourrait déjà décortiquer un peu la situation avec une modalité d'adressage un peu médicalisée, nous va quand même mieux, parce que notre temporalité de travail, qui effectivement fait que une partie du travail a été fait évidemment qu'il y a aussi un lien qui est établi sur la sortie de l'UMJ, parce qu'on est très attentif sur les gens sont là comme ça. Donc voilà, on en sort comme ça. Mais j'ai envie de dire, ça paraît très difficile de dire que si un interlocuteur, quel qu'il soit dans la cité, a une personne victime de violence, qu'elle ne lui dise pas, il y a un service qui peut vous accueillir. Voilà, c'est un second message. Je prends vraiment la même analogie que l'ophtalmo du dentiste. Hein, d'accord ? Voilà. Si on connaît quelqu'un qui a un problème cardiaque, a priori, on va se faire des l'œil. Peut-être, M. Forest, une question par contre. La boîte du signalement, on est bien d'accord qu'elle ne peut pas être déclenchée par d'autres acteurs que les professionnels de santé. Oui, effectivement. Le
signalement tel que nous l'envisageons pour l'instant, c'est les professionnels de santé en direction de nous sur la question du recueil d'éléments sans réquisition, et qui est effectivement une avancée, parce que ça évite d'avoir à passer par une plainte qui n'est pas toujours déposée, par une procédure de police ou de gendarmerie, ce qui n'est pas forcément là aussi une étape à laquelle la victime est prête. La principale difficulté à laquelle on a été confronté face à cette notion nouvelle, c'est qu'il y a la constatation que va pouvoir faire un médecin, qui va pouvoir conserver et qui va pouvoir nous être utile plus tard lorsqu'une procédure va démarrer. Puis il y a la question du prélèvement. Et là, l'équation est un peu plus difficile parce que je ne dis pas qu'il faut nécessairement un médecin légiste et une unité médico-judiciaire pour faire des réquisitions, pour faire des prélèvements, pardon. Mais par contre, il faut s'assurer que ces prélèvements soient faits dans des conditions qui soient conformes aux règles de l'art. Il faut s'assurer aussi, et c'est là que le bas blesse, que ces prélèvements seront immédiatement placés sous scellé, conservés dans des conditions qui empêchent toute discussion possible, parce qu'un prélèvement, c'est une preuve. Et une preuve, lorsqu'on va arriver devant le tribunal, il faut qu'on ait la certitude que cette preuve a été conservée de manière irréprochable, et que si l'analyse d'un prélèvement révèle la présence de tel ou tel ADN, eh bien cet ADN, on est bien certain qu'il est là parce que c'est l'ADN de l'auteur et non pas par pollution ou par d'autres choses. Donc ça, c'est effectivement ce qui complique un petit peu la donne. Et si je reviens sur les questions de preuve, parce qu'on dit souvent que le droit c'est la preuve, souvent, vu de mon côté, c'est-à-dire à la barre du tribunal correctionnel, quand on poursuit des auteurs de violences, on est dans une situation extrêmement frustrante. Parce qu'on a une victime qui va arriver à déposer plainte au bout d'un certain temps. Un certain temps pendant lequel elle va se dire non, je vais pas y aller, il va changer, enfin, tout ce qui peut passer dans la tête d'une victime qui va faire qu'elle va se dire je ne fais rien. Puis l'étape suivante va peut-être être d'aller voir son médecin, de se faire remettre un certificat médical par son médecin. Mais le certificat médical, elle va le garder parce qu'elle n'aura pas le courage d'aller pousser la porte du commissariat ou de la gendarmerie, et que tous les dispositifs dont on parle aujourd'hui, il y a quelques années, il y a quelques mois, ils n'existaient pas. Donc ces victimes, elles vont garder tout ça. Et elles vont rien en faire. Puis va arriver le coup de trop, l'événement trop, qui fait que là, ils vont se dire non, là, c'est plus possible. Sauf que parfois, le c'est plus possible, il arrive juste au moment où elles ont pris simplement leur valise pour partir, et les certificats médicaux qu'elles avaient gardés quelque part, elles ne les ont peut-être pas forcément sous la main, ou alors depuis, l'auteur les a trouvés, les a détruits. Donc il ne faut pas non plus s'étonner, et c'est parfois quelque chose qui peut arriver, donc je le dis, il ne faut pas s'étonner de voir arriver des patients qui vont revenir plusieurs mois, plusieurs années après. Et d'où l'importance, ça a été dit tout à l'heure par Dr Gendré, maintenant tous les médecins ont des ordinateurs. Je vous en supplie, si vous faites un certificat médical, gardez-en la trace. Donnez la possibilité à la victime de venir vous voir et de récupérer un duplicata, même plusieurs années après. Je sais que c'est compliqué, mais c'est quand même quelque chose qui parfois nous manque, parce que c'est très frustrant de se dire je suis devant le tribunal, je vais faire condamner un auteur de violence pour les violences de la semaine dernière. Mais je ne pourrai pas le faire condamner pour toutes celles qui ont précédé, parce que je ne pourrai pas prouver toutes les violences qui ont précédé. Et c'est quelque chose qui peut être extrêmement frustrant pour nous, extrêmement frustrant pour les victimes, extrêmement frustrant pour le tribunal, et quelque chose aussi qui, dans les sanctions qui vont être prononcées derrière, fera qu'on va prononcer des sanctions dont on aura l'impression qu'elles ne seront pas à la hauteur de la totalité de ce qui s'est passé. Donc c'est très important pour nous. Je fais de la publicité entre guillemets parce qu'il existe des sites ou des applications qui sont destinées aux victimes, notamment une qui s'appelle de mémoire Memoji, qui permet aux victimes de constituer un profil, quelque chose qui est extrêmement discret, et sur ce profil, de conserver des certificats médicaux, des analyses, des photos, tout simplement des photos de l'état dans lequel elles ont pu être après avoir subi des violences. Et tout ça, c'est conservé à l'abri. On est certain que l'auteur ne tombera pas dessus. On est certain, en plus, que la victime a la possibilité
parfaitement sécuriser tout ça. Et ce sont des éléments qui sont pour nous extrêmement importants. Oui, excusez-moi, Jardel, je suis médecin généraliste. Le signalement, normalement, n'importe quel citoyen n'a pas le droit de le faire. Par exemple, un prof qui constate des faits, il n'a pas le droit de faire un signalement, parce que vous avez dit que les acteurs médicaux comme nous, mais normalement tout le monde peut le faire, non? C'est l'article 40 du Code de procédure pénale auquel vous faites allusion sur la dénonciation d'infraction, en fait. Oui. Ouais. Et c'est pas la même chose, c'est pas le même cadre. Oui, je suis d'accord, c'est pas la même chose, mais ça fait partie aussi des gens qui peuvent le faire. Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils peuvent le faire. Enfin, c'est même nous, si on est contacté en dehors de notre travail, par exemple sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément marqué qu'on est médecin, mais ça m'est déjà arrivé, une personne suicidaire et tout. Mais en fait, après, je l'ai déclaré, j'étais à la gendarmerie, etc. Et ça, c'était pas dans le cadre médecin, et cette procédure existe, et il y a plein de gens qui ne savent pas que ça existe. Après, pour revenir à ce que vous décrivez, qui est très bien, et en fait, qu'il n'y avait pas avant, moi, c'est depuis quand la technologie fonctionne hors réquisition aussi, parce que moi, la dernière fois que j'avais appelé, m'a dit que c'était que sur réquisition, sauf à Cherbourg et à Saint-Lô. Sauf en pratico-pratique, ça ouvre maintenant. Voilà. D'accord, c'est ouvert parce que... Il faut même rien vous cacher, puisque Madame Travers est là, les conventions sont en train d'être signées avec Monsieur le Préfet et tout, donc on est à faire en même temps. C'est-à-dire que cette installation, on est en stade d'équipe régulièrement pour l'organiser, la structurer, donc ça se met en place maintenant. Voilà. Avant, ça n'existait pas, sauf à Saint-Lô. D'accord, il faut rendre hommage. Oui, à Cherbourg, je crois qu'il est place comme ce soir. Mais en fait, voilà, c'est des centres qui avaient commencé de manière expérimentale. Voilà, mais le dispositif global qu'on vous présente là, il s'installe dès à présent au niveau du siège. Par contre, M. Brodeur a un point important de réponse. Oui, ce que je voulais dire, c'était que les protocoles dont on vous parle depuis ce matin, depuis tout à l'heure, pas depuis ce matin, et ce que vous avez actuellement à l'écran, c'est pour les professionnels de santé. Ensuite, l'article 40 du Code de procédure pénale dispose que tout fonctionnaire qui a la connaissance d'un crime ou d'un délit a la possibilité et même le devoir de le signaler au procureur de la République. Et plus largement, tout citoyen qui a connaissance d'un crime ou d'un délit a la possibilité de le signaler aux autorités. Ou alors, lorsque vous avez connaissance d'une situation de maltraitance dont sont victimes des mineurs, le signaler au conseil départemental, puisque c'est le conseil départemental qui a cette mission de protection de l'enfance. Donc effectivement, c'est là-dessus peut-être que mes propos n'étaient pas clairs. Je parle uniquement de ce que vous voyez là à l'écran et des protocoles qui ont été conclus. Ça, c'est pour les praticiens, mais tout un chacun qui témoigne quelque chose peut évidemment le porter à notre connaissance, bien entendu. Juste alors, c'est le médecin légiste qui parle, une humilité par rapport à M. le procureur et à ma collègue professeur de droit. Le signalement embarque autre chose que le fait de dire, madame, c'est que derrière, on a un descriptif, d'accord, de situation médicale, de lésion physique ou psychologique, et c'est là que la levée du secret est importante. C'est-à-dire que le simple fait de signaler, on pourrait le faire. Et il y a levée du secret par rapport aux éléments, d'accord, de constatation médicale issus du dossier qu'on a le droit d'extraire, et uniquement cela, d'ailleurs, j'insiste, hein, c'est pas la peine de ressortir plus dans les suivants, c'est uniquement ceux qu'utiles, d'accord, qui sont mis à disposition de la justice dans le cas de Deux questions rapides. Vous dites qu'il y a un accusé de réception après un signalement. Sous combien de temps on peut attendre l'accusé de réception? Et deuxième question, dans danger immédiat, qu'est-ce que vous voulez dire par immédiat? Très bonne question. Alors, je pourrais m'en tirer par une pirouette en vous répondant que dans les deux cas, la réponse est un certain temps. Mais ça ne va pas vous satisfaire. L'accusé de réception des signalements qui nous sont adressés, vous pouvez l'espérer dans un délai de 24 à 48 heures. Sauf si vous me l'envoyez le samedi matin, où ce sera peut-être un petit peu plus long. Mais à peu près dans ce délai-là. En revanche, il est fort possible que cet accusé de réception vous laisse un petit peu sur votre faim, parce que ensuite, nous allons déclencher une réponse qui va être éventuellement à plusieurs spectres, à la fois une enquête pénale qui va prendre un certain temps, et également éventuellement des mesures de protection. Là, je pense notamment dans les situations où il y a des enfants qui sont susceptibles aussi d'être concernés. Donc ça va être
à plusieurs détentes, mais en tout cas, on va vous accuser de réception de ce qu'on a bien pris en compte votre signalement et qui n'est pas en train de mourir dans une boîte aux lettres. Ça, c'est une première chose. Sur la notion de danger immédiat, et je rebondirai aussi sur la question de danger vital, où effectivement on vous a dit que c'était très clair, et je peux comprendre que ce ne soit pas clair. Là, je ne vais pas pouvoir vous faire une réponse évidente, parce que la loi ne donne pas plus d'explications que ça, et que c'est la jurisprudence qui va petit à petit définir ces notions. Moi, je vous livrerai simplement des éléments liés à une expérience. Et je parle là sous le contrôle du professeur Moutet qui me contredira si je me trompe, mais j'ai pu voir dans ma vie professionnelle des victimes qui ont encaissé des dizaines et des dizaines de coups et qui s'en sont sortis avec quelques jours d'ITT. J'ai vu des personnes recevoir un coup, faire une mauvaise chute et mourir. Donc, premier élément, le danger immédiat n'est pas proportionnel au nombre de coups reçus. Bien au contraire. C'est un premier élément. Ensuite, je pense que cette question de danger, elle va se poser au cas par cas, dans un ressenti, dans la façon dont vous allez percevoir la victime elle-même, sa capacité à encaisser ou à ne pas encaisser. Et je ne peux pas vous donner de recettes miracles ou d'éléments magiques pour l'apprécier. Ce que je vous dirais, c'est, au regard de mon expérience, une personne qui a reçu un coup et qui est susceptible demain, après-demain, de faire l'objet de nouvelles violences est déjà en danger. Et à partir de là, je ne vous reprocherai jamais d'avoir signalé trop tôt. Je ne vous reprocherai pas d'avoir signalé trop tard, mais en tout cas, je ne vous reprocherai certainement pas d'avoir signalé trop tôt. Monsieur le procureur, je ne vous contredirai pas, vous feriez un excellent légiste. Non, mais effectivement, on est dans cette zone d'incertitude. Moi, j'avais un patron de médecine légale, professeur Didier Gosset à Lille, qui était interniste comme moi, et qui me disait, par analogie, vous qui êtes médecin dans la salle, vous allez comprendre, quand on pense à méningite, on fait une PL. Voilà. Et ben, il me disait, quand on pense qu'une victime, et M. Proust d'ailleurs à Rouen disait la même chose, quand on pense qu'une victime est en danger, et ben, on devrait pouvoir faire un signalement. Donc en fait, il y a quelque chose du ressenti clinique. Excusez-moi, c'est peut-être une réponse un peu comme ça, simple, mais il y a de ça. Et donc, il y aura, à mon avis, toujours une prise de risque à ne pas faire, mais le message clé, c'est que vous n'aurez zéro prise de risque, au moins au niveau légal, à faire. Alors après, au plan relationnel, effectivement, est-ce qu'il y a une prise de risque à faire contre l'autonomie de sa patiente? Je rappelle, et je pense que c'est vraiment une voie qu'il faut rechercher parce qu'elle est pertinente. Les 7 dossiers qu'on a eu au CHU ces 7 derniers jours, on a réussi dans beaucoup de situations à mener l'idée du signalement avec le consentement de la victime. N'oubliez pas quand même cette voie qui est très importante. Il ne faudrait pas croire qu'on va oublier ce travail clinique d'arriver à obtenir le consentement de la victime qui finalement souhaite qu'on fasse à sa place. Voilà. Ainsi, je pense que ça, c'est la voie qu'il faut vraiment essayer de développer. Et puis, il y aura des cas extrêmes où, effectivement, voilà, arme à feu, situation de conjoint psychiatrique, enfin, il y a des situations très avérées où là, on opérationnellement, parce que le danger, il n'est pas tant fort. On le connaît tous. Voilà. On aura des zones d'incertitude. Je vous rappelle que c'est le charme de la médecine. Voilà. Et peut-être de la justice, d'ailleurs. Alors, question suivante. Juste pour compléter, Grégoire, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit sur le ressenti clinique. Après, je pense que cette situation de vulnérabilité, elle nous oblige aussi pour nous, médecins et professionnels de santé, à être particulièrement attentifs à la qualité de nos écrits. Juste, si on fait une comparaison entre, on parlait de méningite, mais dans les méningites, en fait, on prescrit des antibiotiques de façon très rapide en intramusculaire à un patient qui est suspect de méningite. Mais les écrits, c'est pareil. Si on fait cette administration d'antibiotiques par voie nasale ou par voie orale, ça ne marchera pas. Mais le signalement et l'information préoccupante, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça doit conduire à cette même qualité, cette même exigence de qualité. Je pense que ça fait partie des choses qui sont importantes à redire ici, surtout dans une faculté de santé. L'autre point que je voulais aborder, c'est vrai que le signalement, en fait, longtemps, il a été réservé à la question des mineurs, parce que
C'est quand même quelque chose qui était plutôt dans notre inconscient collectif, signalement, information préoccupante. Et je pense que c'est important peut-être de redire aux professionnels qui sont présents que finalement, chez les mineurs, moi, quand je vous entends, quand je t'entends, Grégoire, décliner toutes ces prises en charge, je me dis que j'ai de la chance d'être pédiatre. C'est-à-dire que pour les enfants, la question du danger, ça amène à une réponse. La première réponse, c'est celle de la protection. Et finalement, la protection, on peut l'avoir très rapidement en hospitalisant l'enfant, par le biais des urgences pédiatriques notamment, en adressant l'enfant dans un secteur de soins et en communiquant avec notre collègue des urgences, en disant là je suis très inquiet, et si effectivement l'enfant va pas aux urgences, on peut aussi déclencher après un signalement, mais du coup, l'enfant étant hospitalisé, protégé, on peut se donner un tout petit peu de temps. C'était le cas que vous décriviez tout à l'heure. Donc je pense que c'est vraiment très important qu'on puisse se redire ça et vraiment avoir cette notion aussi de protection possible au sein d'un univers hospitalier, considérant aussi que la santé, dans les situations d'enfants et d'adolescents en danger, la santé c'est le dernier lien qui nous reste avec les parents. C'est-à-dire que c'est aussi, on sait que ces parents-là, alors bon gré mal gré, il faudra aussi travailler avec, quand on connaît le nombre de déchéances d'autorité parentale dans la justice, elles sont peu nombreuses et absolument pas légion. Mais en tous les cas, ce soin, cet accès aux soins, ça va être possible. Moi, en 25 ans de pédiatrie médico-légale, j'ai rencontré une seule fois la situation d'un enfant où les parents ont refusé et Interpol a récupéré cette famille au Mans qui est avec un nourrisson avec une fracture du bras. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. Donc, la santé peut aussi faire lien et peut aussi être l'occasion de tisser encore, enfin de retenir encore un petit peu les relations qui nous unissent à ces familles. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, je suis médecin généraliste et j'aurais voulu avoir quelques explications sur l'ordonnance de protection. Vous en parliez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut expliquer à nos patientes, Moi, j'ai un dilemme. J'ai un professeur de droit plus que prestigieux à ma gauche, et puis j'ai un procureur. On va d'abord demander au professeur de droit, d'autant plus que c'est une femme, ça me donne un bon prétexte pour bien la parole en public. Outre sa compétence. Oui, quand même. Pour pas être uniquement sur la touche féminine. Sur l'ordonnance de protection, effectivement, alors c'est un procédé qui n'a cessé d'être amélioré parce que c'était vraiment quelque chose de très important. Alors, une femme qui sera en demande d'ordonnance de protection, elle peut agir par elle-même, ou sinon elle peut passer par l'intermédiaire d'un avocat qui l'aidera. C'est une procédure qui va lui permettre d'agir. À partir du moment où on est, là encore, il y a des conditions cumulatives et il faut d'une part être dans une situation de danger. Donc là, plus large, c'est pas le danger immédiat exigé dans le texte que vous voyez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un danger pour elle ou pour les enfants. Les enfants sont visés également dans l'ordonnance de protection. Il y a une évolution de l'ordonnance de protection là-dessus. Et il faut que les faits de violence soient vraisemblables. Voilà les deux conditions cumulatives qui sont posées par le texte. Donc c'est une procédure assez rapide qui intervient devant le juge aux affaires familiales. Des délais ont été posés par les derniers textes. Normalement, à partir du moment où le juge aux affaires familiales fixe une date d'audience, il a 6 jours pour rendre sa décision. Avis est demandé justement au parquet maintenant systématiquement pour avoir un petit peu le pédigré, si je puis dire, de l'auteur des faits de violence. Alors là aussi, je m'associerai à ce que vous disiez, madame, sur la rédaction. Nous, au titre des éléments de preuve, souvent on a des certificats médicaux qui sont rédigés par des médecins parfois généralistes. Et je peux vous assurer que pour nous c'est difficile d'en retirer quelque chose parce qu'il y a une extrême prudence, parfois dans la manière dont c'est rédigé, ou c'est même assez maladroit pour certains. J'en fais pas du tout de généralité, parfois c'est très très bien fait. Mais du coup, c'est difficile à exploiter parce que, là encore, en droit, si vous n'arrivez pas à démontrer quelque chose, on n'arrive à rien. Alors là, c'est pas démontrer les faits de violence, qu'on soit bien d'accord, savoir s'il y a eu violence ou pas, ça c'est du registre pénal, et c'est quelque chose qui sera statué le jour venu, éventuellement par le tribunal correctionnel. Nous, pour obtenir une ordonnance de protection, mettre à l'abri la femme et les enfants, on a simplement besoin de faits de violence vraisemblables.
faut les établir un minimum. Alors, fut un temps où on obtenait très difficilement des ordonnances de protection, puisqu'on exigeait de nous, notamment, soit que la victime ait porté plainte et déposé plainte, ou au minimum une main courante. Et puis là aussi, la loi est intervenue et a bien prévu dans les textes que ça n'est pas exigé, ça n'est pas nécessaire, mais il faut bien qu'on ait un minimum d'éléments pour pouvoir obtenir cette ordonnance de protection. Alors bien sûr, il y a des témoignages également, des photographies. On avait même des enregistrements sonores qui ne sont pas admis en matière civile par ailleurs, mais comme l'ordonnance de protection est une procédure spécifique, on peut recourir à un enregistrement sonore, et ça je peux vous dire, on en a souvent, évidemment on y a souvent recours, des SMS, des mails, voilà, tout ce qu'on peut avoir. Alors l'ordonnance de protection, à partir du moment où le juge aux affaires familiales reconnaît que les deux conditions sont réunies, il peut ordonner toutes sortes de mesures, donc éloignement, bien sûr, protection, donc la victime a un droit, quelle que soit la forme de vie de couple, à rester dans le logement familial. On ne sait pas toujours son souhait, elle préfère souvent partir, puisque c'est des théâtres des violences. Le juge donc, peut prendre des mesures d'ordre presque pénal, justement par ces mesures d'éloignement, interdiction de rencontre. Vous avez aussi, si les deux sont d'accord, la possibilité d'un bracelet anti-rapprochement. Et puis sinon des mesures d'ordre civil, savoir qui va vivre dans le domicile familial, qui aura l'autorité parentale sur les enfants, comment tout cela va être organisé. Alors pour vous dire, les choses se sont améliorées avec le temps, mais c'est toujours pas merveilleux. Quand on voit les chiffres nationaux sur les violences faites aux femmes, ça reste catastrophique, malgré tout. Donc là, il y a de nouvelles mesures qui sont prévues pour réformer à nouveau l'ordonnance de protection. Ça devait être fait à la fin de l'été, mais ça n'est toujours pas fait non plus. Attendons. Il est question de délivrer une ordonnance de protection en 24 heures, puisque même les délais actuels sont parfois un peu trop justes. De permettre que les mesures durent plus longtemps, puisque à l'heure actuelle, par principe, il y a des exceptions, mais je ne vais pas rentrer dedans, par principe, elles durent 6 mois, et l'idée serait de prolonger à 12 mois. Et puis, surtout, parmi les conditions, alors certains voulaient supprimer la condition de danger. Voilà, c'est quelque chose, ce sont des sujets qui sont à l'ordre du jour. Normalement, il y a même des propositions de loi qui ont été déposées en ce sens devant le Parlement. On attend. Mais il y a des réformes qui sont annoncées. Quelques mots pour le effectivement, l'ordonnance de protection, c'est une mesure civile, donc ordonnée par le juge aux affaires familiales, et que alors, toutes les interdictions qui ont été posées dans le cadre d'une ordonnance de protection, le non-respect de ces interdictions, de ces obligations, ne va pas se traduire par une réponse forcément immédiate, puisque ne pas respecter l'ordonnance de protection est un délit, ce qui veut dire qu'il va falloir une plainte, une enquête et ainsi de suite. Donc c'est un premier élément de protection, mais une protection, je vais dire, d'un premier degré, d'un premier niveau, qui est souvent complété. Ça a été évoqué par le téléphone, par le bracelet anti-rapprochement, qui est un système qui est relativement efficace pour permettre d'éviter le contact entre l'auteur et la victime, mais aussi par d'autres dispositifs, comme par exemple le téléphone grave danger, qui est un téléphone que le ministère de la Justice met à la disposition des victimes de violences intrafamiliales et qui permet à ces personnes, en ayant ce téléphone sous la main, de n'avoir qu'un bouton à utiliser sur leur téléphone pour immédiatement solliciter de l'aide lorsqu'elles se trouvent dans une situation de danger. Ça fait partie du dispositif qu'on peut mettre à leur disposition. Et je pense que pour un médecin, il faut pas perdre de vue dans l'information, le message que vous pourrez diffuser à vos patients, qu'il y a, au-delà de ce qu'on a évoqué, un grand nombre de dispositifs qui sont en place, de dispositifs de protection, d'accueil, et qu'on a un tissu associatif qui est présent. On a des associations, on a notamment des associations des services d'aide aux victimes qui sont là pour renseigner ces personnes, qui sont là pour essayer de les aider et de nous aider à faire du sur-mesure. Parce qu'on n'a pas de solution toute faite, on n'a pas de réponse toute faite. Tout à l'heure, ça a été dit, on pense tout de suite à
mettre l'auteur de l'infraction à distance, le faire partir du domicile conjugal. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait louable, c'est tout à fait légitime dans un certain nombre de situations, mais vous trouverez énormément de victimes qui le refuseront. Ça a été effectivement tout à fait clairement évoqué. Le domicile conjugal, c'est souvent le lieu des violences. Donc la victime ne va pas forcément avoir envie de rester. Certaines le voudront, il faut qu'on leur en donne cette possibilité, d'autres ne le voudront pas. Il faut qu'on ait également des structures pour les accueillir. Tout ça se met en place, tout ça est présent, et le conseil que je peux vous inviter à donner aux victimes, c'est d'aller voir un avocat, parce que l'avocat est quand même le premier à pouvoir les aider, pour une ordonnance de protection ou pour autre chose, et puis de se tourner vers le service d'aide aux victimes, qui tient des permanences, qui est disponible au tribunal, et qui va aussi pouvoir les aider et les orienter vers tous les niveaux de prise en charge, juridique, mais aussi social, éventuellement psychologique. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Rappelez aussi à ces victimes qu'il y a des gens qui sont là pour elles et pour ne pas les laisser toutes seules. Oui, j'ai une petite question. On sait la difficulté des victimes à laisser leur parole être portée lorsque l'auteur est l'objet de l'enquête. Est-il informé de savoir si la victime a donné ou pas son consentement au signalement? Je vais vous dire très clairement que une fois qu'on en est au stade d'entendre l'auteur, savoir si la victime a donné son consentement ou pas, c'est assez rarement une préoccupation. Pour la victime, ça peut l'être une représailles pour la suite. Ça peut l'être, mais je peux entendre ça, mais en procédure, pour moi, c'est rarement le cas, vu à l'autre bout de la chaîne, quand le dossier arrive devant un tribunal, pour nous, c'est rarement un sujet. Mais je peux comprendre que la victime ait cette préoccupation, d'où effectivement la possibilité de la discussion avec la victime, et d'où le fait effectivement que la possibilité vous ait été donnée de passer outre l'absence de consentement qu'elle ne sera pas capable de donner. Mais une fois qu'on a franchi ce stade, de se faire sauter ce verrou éventuel du consentement, pas consentement, et éventuellement de franchir l'absence de consentement pour enclencher la procédure, ce que je peux vous dire de mon point de vue au bout de la course, si je puis dire, c'est plus un problème à la fin. Vous avez raison, parce qu'il y a un travail qui a été fait au Québec sur ce sujet-là, qui est intéressant, c'est que tout à l'heure on m'a dit on ne peut pas signaler, ou signaler sans l'autonomie, en respectant pas l'autonomie de la personne, c'est un sujet. Mais il peut y avoir un jeu entre le médecin et la patiente, c'est-à-dire, écoutez, si vous avez justement peur, d'accord, qu'on dise que c'est vous qui avez signalé, c'est là qu'on le fait à votre place. D'accord ? Ça se met en dialogue tout ça. Et je pense que elle est là la réponse aussi à la phase initiale. On va dire justement aujourd'hui on peut le faire à votre place. Et vous pourrez dire que ça s'est fait quelque part malgré vous. Oui, alors je ne sais pas ce qu'en pense Laurence, mais je pense que c'est une chose qui a été pas mal travaillée dans le monde de la victimologie nord-américaine, en disant finalement on affranchit la victime non pas de son choix, mais on fait un jeu de rôle avec elle pour dire que personne ne va pouvoir lui reprocher. Je partage tout à fait ton analyse et je partage la vôtre, madame, parce que c'est une peur récurrente. Et d'où la raison de ne pas pouvoir porter plainte. C'est vraiment pour ça, la peur de représailles, la peur d'une réponse éventuelle de l'auteur des violences. Et donc effectivement, c'est aussi une autre interprétation possible de ce signalement. Moi je trouve, je partage tout à fait ton opinion, elle est très nord-américaine. Comme d'ailleurs aussi le traitement de l'auteur des violences. C'est quand même quelque chose dans notre droit sur lequel il faut aussi travailler. On parlait de l'ordonnance de protection, ça fait partie des dernières mesures qui avaient été adoptées, c'est de pouvoir proposer à l'auteur des violences un traitement ou une aide, voilà. Ce qui se fait d'ailleurs sur le plan pénal depuis longtemps, mais
ça a mis du temps à arriver, même sur le volet ordonnance de protection, parce que en France, on s'est quand même beaucoup plus axé sur la victime, ce qui est très très bien, mais aussi essayer de trouver des solutions pour remédier à l'auteur des violences. Si je vous en parle, c'est parce qu'il y a le droit nord-américain qui est très en avance sur tout ça, mais aussi le droit espagnol, qui est quand même à l'origine de l'ordonnance de protection en France. Et quand on voit les résultats qu'ils ont obtenus, eux, en Espagne, c'est spectaculaire. Et malheureusement, nous, on n'arrive pas à rattraper les choses. Et ils ont énormément travaillé aussi du côté de l'auteur de violence. Oui, je ne sais pas. Vous m'entendez? Non. Oui, bonsoir. Moi, je suis pédopsychiatre. Je voulais juste rappeler, à propos des violences, que parmi les enfants que nous suivons, c'est juste un témoignage, les enfants les plus abîmés sont quand même ceux qui ont assisté à des violences conjugales. On n'a pas forcément, là, je ne généralise pas ceux qui ont subi directement des violences, mais ceux qui ont été témoins pour plein de raisons. Et la deuxième chose que je voulais rappeler, c'est que dans notre pratique, la clinique de la violence, c'est vraiment celle du psychotraumatisme. Et je voudrais plaider pour que cette clinique soit connue. Je ne sais pas ce qui peut être fait en termes d'enseignement pour diffuser cette connaissance auprès d'un maximum d'intervenants, médecins ou non médecins. Vous parliez de la rédaction des certificats, je pense qu'elle pourrait s'appuyer en grande partie sur une meilleure connaissance des mécanismes psychotraumatiques, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Ça me fait penser, je rebondis sur ce que vous dites. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'ordonnance de protection et dans les travaux parlementaires de la loi qui a instauré ces lois de 2010, il était écrit noir sur blanc qu'on pouvait être un mari violent mais un bon père. Et que les enfants n'étaient pas des victimes, que ça ne traitait pas du tout du sort des enfants. Il a fallu attendre la loi de 2014 pour qu'on se rende compte que finalement, les enfants spectateurs, comme on les appelait, victimes indirectes au départ. Et maintenant, vous noterez qu'on ne parle plus de victimes indirectes, on parle de victimes. Madame a fait le tour de toutes les questions. Est-ce qu'il y en a encore une dernière avant que je passe la parole peut-être à Gérard pour conclure, parce que vous avez deux puissances habitantes entre monsieur le procureur du Conseil de l'ordre, mais quand même à l'initiative nationale du Conseil de l'ordre, toute cette dynamique. Donc, je propose que notre président conclue, et après je crois qu'il y a quelques rituels qui vous attendent à l'extérieur. Merci, Grégoire. Oui, je voulais remercier l'ensemble des intervenants ce soir et la qualité de nos débats. Et comme l'a dit Grégoire tout à l'heure, c'était à partir de aujourd'hui que l'UMJ était ouverte. Je crois qu'on vient d'ouvrir une nouvelle page avec la mise en place de ces protocoles qui vont permettre de mailler le territoire et puis de donner un certain nombre d'outils aux médecins. Donc, je dirais des outils avec une voie collégiale à l'hôpital qui permettent aussi aux médecins généralistes de ne plus être seuls dans son coin pour pouvoir faire ce signalement. Cette journée d'information, cette soirée d'information plutôt, va sûrement en amener d'autres dans les semaines, dans les mois qui viennent, d'ouvrir de nouvelles discussions pour pouvoir avancer et d'avoir un meilleur signalement des victimes intrafamiliales. Merci, bonne soirée.